pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Aux côtés du Premier ministre islandais, Volodymyr Zelensky est venu présenter son plan de victoire. Le président ukrainien, qui assiste au sommet sur les pays nordiques, espère les convaincre de soutenir l'effort de guerre ukrainien face à l'avancée des troupes russes. Depuis le début du mois d'octobre, l'armée russe a conquis 478 km² de territoire, un record depuis mars 2022, mais Kiev l'affirme, les soldats ukrainiens résistent et auraient tué 800 soldats russes en une journée. For them, it's not people. I mean that so they push them. And a lot of Russians are killed each day. The last my connection with the general was today morning, and yesterday, for example, they lost only on the east direction. They lost 800 people been killed. So they don't think about it. We have to think. That's why it's not simple. Ce mardi, le Pentagone affirme que 10 000 soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie. Une situation qui inquiète l'OTAN et l'Union européenne qui craignent une escalade du conflit. Alors, autre paradoxe, les Allemands, on l'a vu, qui sont des soutiens indéfectibles d'Israël, sont aujourd'hui en train d'être de plus en plus prudents sur la question de l'Ukraine. Scholz, le chancelier, a dit qu'il était prêt à discuter avec Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre, alors même que l'Allemagne est le deuxième donateur à Kiev après les États-Unis. Il a aussi eu cette réaction parce qu'il faut rappeler qu'il est en partie sous pression de son opinion publique et des nouveaux partis qui ont connu une progression majeure lors des dernières élections, notamment de l'Alternative für Deutschland, qui bien sûr est opposée à la guerre à Kiev. Et à l'occasion d'une réunion qui a vu bien sûr Biden, Macron, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Olaf Scholz, les 4 grands dirigeants occidentaux ont décidé de bloquer pour l'instant toute perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ça c'est important. Et en même temps, ils ont appelé finalement de leur souhait une paix juste en Ukraine, ce qui semble ouvrir la porte à des possibles négociations. Face à cela, on voit bien sûr les pays voisins de la Russie, et notamment la Lituanie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et d'un haut responsable pour la sécurité, demander, plus exactement ne pas écarter quant à eux l'envoi de troupes. Alors ce sont des pays qui font moins de 3 millions d'habitants, oui. Qui n'ont aucune puissance militaire, mais qui, par des déclarations intempestives comme celle-ci, essaient probablement de dresser encore l'OTAN contre la Russie, en espérant ne pas être lâché et se retrouver seul face à Moscou, bien que Moscou ait toujours signifié qu'il n'avait aucune intention d'envahir aucun pays balte ni aucun pays de l'OTAN. La plus haute diplomate de Corée du Nord, arrivée ce mardi en Russie pour sa 2e visite dans le pays en 6 semaines. Choi Sun-hui est attendu mercredi au Kremlin. Cette visite intervient au lendemain de la confirmation par l'OTAN du déploiement de troupes nord-coréennes près du front ukrainien, afin de soutenir les forces russes dans la région de Koursk, occupée par l'armée ukrainienne. D'après les renseignements de Kiev, 3000 soldats de Pyongyang sont arrivés ces derniers jours sur le sol russe, et leur nombre pourrait bientôt atteindre 10 à 12 000 hommes. Déploiement non confirmé par Pyongyang et Moscou, qui clament tout de même que leur coopération militaire est conforme au droit international. De son côté, Kiev affirme que les troupes nord-coréennes pourraient combattre sur le front dès la fin de semaine. En réaction, la Corée du Sud a ouvert la porte à de possibles livraisons directes d'armes à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu'il avait convenu avec le président de la Corée du Sud d'augmenter les contacts entre leurs pays à tous les niveaux, de prendre des mesures et d'élaborer une stratégie pour répondre à l'implication de la Corée du Nord dans la guerre de la Russie en Ukraine. Zelensky, lors d'un appel téléphonique avec le président Yoon Suk-yeol, publié sur X, a déclaré que les 2 dirigeants avaient également convenu de renforcer les échanges de renseignements et d'expertise. Dans le cadre de cet accord, l'Ukraine et la République de Corée échangeront bientôt des délégations pour coordonner les actions, a-t-il déclaré. Zelensky a indiqué qu'il avait partagé des données sur le déploiement de 3000 troupes nord-coréennes dans des terrains d'entraînement russes près de la zone de combat, leur présence devant augmenter à environ 12 000. Nous avons convenu de renforcer l'échange de renseignements et d'expertise, d'intensifier les contacts à tous les niveaux, en particulier aux niveaux les plus élevés, afin de développer une stratégie d'action et de prendre des contre-mesures pour faire face à cette escalade, ainsi que d'engager nos partenaires communs dans la coopération, a-t-il déclaré.
Selon Zelensky, les mouvements de la Corée du Nord poussent la guerre dans une phase sans précédent. La conclusion est claire, cette guerre se mondialise, s'étendant au-delà des deux pays. A déclaré Zelensky sur X. Yoon a dit à Zelensky que si la Corée du Nord recevait de l'aide de la Russie et était capable d'acquérir de l'expérience et des connaissances militaires grâce à son implication dans la guerre, cela constituerait une grande menace pour la sécurité de la Corée du Sud. La Corée du Sud a déclaré qu'elle pourrait commencer à fournir des armes à l'Ukraine si des troupes nord-coréennes rejoignaient la guerre de la Russie. Le Pentagone a également déclaré lundi qu'il n'imposerait pas de nouvelles restrictions à l'utilisation des armes américaines par l'Ukraine si la Corée du Nord entrait en guerre. Alors, on va du côté de l'Allemagne qui, en tout cas, elle, pour le coup, met le frein sur ces attaques israéliennes. Oui, alors, non, ce que font les Allemands, et c'est assez original, c'est que ça devient aujourd'hui l'un des principaux soutiens à Israël. On voit les déclarations d'Annalena Baerbock, qui a déclaré, et je crois qu'au début on n'arrivait pas à le mesurer, à le croire, que quand les terroristes du Hamas se cachent derrière des gens, derrière des écoles, les sites civils peuvent perdre leur statut protégé si les terroristes en abusent. Donc elle justifie ipso facto les dommages collatéraux et le ciblage des populations civiles, ce qui est assez aberrant. Il faut rappeler que l'Allemagne avait commencé à réduire ses ventes d'armes au cours du premier semestre 2024, alors que l'Allemagne est le plus grand fournisseur d'armes à Israël parmi les pays européens, devant l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, la France étant un fournisseur tout à fait minime. Mais depuis le milieu de l'année, les Allemands ont repris leurs exportations, près de 94 millions d'euros sur le second semestre. Voilà, et ils vont à contre-courant de tout ce que font les autres Européens. Ah oui, alors, c'est compréhensible en raison de la culpabilisation tout à fait justifiée de l'Allemagne sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est en même temps totalement contraire à la politique qui est aujourd'hui suivie par l'Union européenne. Et je rappelle aussi que le 17 octobre, on a observé une frégate allemande abattre un drone hostile au-dessus des forces israéliennes à Beyrouth. Donc, il y a même un engagement militaire au service quasiment au service de Tsahal de la part de Berlin. Alors, deuxièmement, mais ça, c'est très difficile à dire parce que le discours officiel aujourd'hui en France, notamment le discours de mes camarades intellectuels, est tellement pro-Zelensky, est tellement pro-ukrainien qu'on peut plus rien dire de nuancé. Mais la grande erreur des Ukrainiens, c'est la guerre du Donbass. C'est une immense erreur. Il y a quand même eu 15 000 morts. Poroshenko a levé une dizaine en 2014. Oui, bien après la révolution Maïdan, une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est quand même un bataillon néo-nazi, et raciste jusqu'au bout des ongles, pour aller massacrer les russophones du Donbass, qui s'étaient révoltés, qui avaient déclaré qu'ils étaient des républiques séparatistes, souvenez-vous, à Luhansk. Moi, Zelensky n'est pas un type bien. Voilà, Poroshenko, il a combien de procès aujourd'hui? Il a 4 ou 5 procès. Lisez les Pandora Papers. Zelensky est un homme d'affaires véreux, faut quand même le dire. C'est ce que disent les Pandora Papers, j'y peux rien. Et certains observateurs, notamment quant à rentrer ou pas dans l'Union européenne. Voilà. La corruption fait partie des maux de l'Ukraine aujourd'hui qui l'empêchent peut-être aussi d'aller plus loin. Voilà. C'est d'abord et avant tout la corruption de ce pays et de ses dirigeants qui empêche de rentrer dans l'Union européenne. Bon, lisez les Pandora Papers, c'est pas moi qui le dis, il faut quand même s'informer de temps en temps. On peut pas faire que de la moraline à 3 francs la botte. Bon, l'Ukraine a été par ailleurs le pays le plus antisémite de toute l'histoire de l'humanité. Les pogroms en Ukraine, c'est là que ça commence. J'ai fait le discours d'honneur pour le 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. J'ai rappelé, c'est le pogrom d'Odessa en 1903, mais c'est une abomination absolue. Voilà. Et donc, après, l'histoire mais même en 2006, le grand rabbin d'Ukraine demande aux Juifs de quitter les grandes villes parce qu'il y a des retours antisémites. Alors, Zelensky est juif, évidemment, et donc ça, c'est une... Mais néanmoins, on a affaire à une Ukraine qui est extrêmement corrompue et qui a commis l'immense erreur de déclencher cette guerre du Donbass. Vous savez, ça aurait été Medvedev président à la place de Poutine, ça aurait été pire pour l'Ukraine. Voilà. N'oubliez pas que Medvedev ne cesse de dire « utilisons les bombes à neutrons » et il reproche à Poutine d'être un mou. Oui. Et je parle pas de Kadyrov, ce serait 1000 fois pire. Voilà. Et donc on a affaire, si vous voulez, à une lutte fraternelle entre l'Ukrainien et Russe qui parlent la même langue d'ailleurs. Les Ukrainiens parlent aussi le russe, ils parlent pas que l'ukrainien. Et donc il y a un moment ou un autre, il faut il y a presque 600 000 morts pour rien. Rien. Entre eux. Vous allez le dire, Poroshenko, c'est pas Zelensky qui a déclenché la guerre du Donbass, c'est Poroshenko qui lui vraiment est. Alors franchement, c'est l'homme d'affaires véreux, mais alors véreux de chez
véreux, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, et c'est pas moi qui le dis, c'est les tribunaux ukrainiens qui le disent, c'est pas les tribunaux russes. Hein, bon, et donc ce type a déclenché la guerre du Donbass. Il y a eu 6000 civils ont été assassinés parce qu'ils parlaient russe, parce qu'ils étaient pro-russes, parce qu'ils étaient favorables à des républiques séparatistes. Bon, il fallait appliquer les accords de Minsk. Voilà, les accords de Minsk prévoyaient des élections libres dans ces territoires. Jamais l'Ukraine n'a voulu le faire. Voilà. Donc je suis désolé de le dire. Alors je sais, je vais me faire pulvériser sur les réseaux sociaux par les moralistes. Mais vous en avez l'habitude. Oui, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Ouais. C'est demander à notre camarade. Oui, il se passe aussi des choses côté ukrainien. Alors j'ai presque envie de dire plus sur un plan politique que sur un plan militaire où la situation n'évolue pas et que les Russes grignotent toujours du terrain. On voit un rapprochement entre Londres et Berlin auquel la France n'est pas associée, notamment parce que les deux pays ont décidé de se rapprocher dans le domaine de la défense pour lutter contre, entre guillemets, la menace russe. Ils vont coopérer dans le domaine, bien sûr, des véhicules blindés, des missiles, des drones. Et le constructeur allemand Rheinmetall, le numéro 1 de l'industrie allemande, va ouvrir une usine de production de canons d'artillerie en Grande-Bretagne. Voilà, et on voit derrière ça finalement que c'est la suite de l'écroulement de l'industrie allemande qui non seulement délocalise aux États-Unis et là est en train de s'installer en Grande-Bretagne. Côté britannique, bien sûr, le discours contre la Russie est toujours aussi fort. Je ne cesse de m'interroger pourquoi cet atavisme aussi virulent des Anglais contre la Russie se manifeste-t-il de cette manière, alors que nous pérorons en France pour avoir formé la brigade Anne de Kiev, c'est-à-dire un peu moins de 5000 hommes. Il faut rappeler que les Britanniques, depuis 2 ans, en sont à près de 80 000 combattants ukrainiens formés sur leur territoire. Donc il y a une agressivité à l'égard de la Russie qui est très forte. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, la British Army, c'est-à-dire l'armée de terre britannique, a à peu près une taille identique à celle qu'elle avait au moment de la bataille de Waterloo. Alors on sait aussi que l'armée française équivaut à peu près en effectif à celle de Louis XIII. Donc être agressif quand on a aussi peu de moyens, c'est quand même quelque chose qui prête à rire. Ça ne va pas mieux pour la Royal Navy, pour la Royal Air Force, mais malgré tout, le discours côté Londres est toujours très fort. Des fuites dans la presse américaine rapportaient que Zelensky serait en privé plus, je cite, flexible face à des négociations à venir, mais en public, il n'en est rien. Poutine, de son côté, déclare accepter par principe de négocier, mais ces conditions, bien sûr, sont très rudes. Le 24 octobre dernier, le dirigeant russe a ouvert la porte à un compromis, à condition toutefois qu'il soit, je cite encore, raisonnable, une manière de dire donc que Zelensky ne l'est pas. Mais Général Pinatel, Vladimir Poutine l'est-il selon vous ? Bien, Vladimir Poutine l'a montré dès le début de la guerre, puisque au moment où il avait déjà conquis près de 33% de l'Ukraine, il était en train de discuter sous l'égide d'Erdogan avec une délégation de Zelensky. Il était prêt à retirer même ses troupes contre la neutralisation de l'Ukraine et la création d'une république autonome du Donbass qui resterait dans le cadre de l'Ukraine. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est évident que les conditions de négociation après 2 ans et demi de guerre, au moment où il avance sur l'ensemble du front, ne seront pas les mêmes, d'autant plus que les 4 oblats de Lugansk, de Donetsk, de Mariupol, mais de Zaporijjie et de Kherson sont aujourd'hui font partie du territoire russe et ont été annexés par la Russie et annexion, disons, ratifiée par la Douma russe. Donc pour lui, il est tout à fait clair que il ne négociera pas 1 mètre carré de ces oblasts-là. Et donc c'est tout le problème. Alors, au niveau des Américains, on voit très bien que, du moins du côté de Trump, et je dirais même du côté des gens qui écrivent dans les relations internationales comme Foreign Affairs, le Washington Post et le New York Times, ils disent qu'il ne pourrait y avoir de cessez-le-feu que s'il y avait un abandon d'une partie du territoire ukrainien.
Donc aujourd'hui, tout le monde est persuadé, c'est pour ça que le plan de victoire a entraîné pas des moqueries, mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Sarcasme. Voilà. En tout cas, un scepticisme total, parce que l'Ukraine aujourd'hui est à bout. Aujourd'hui, nous allons parler d'assassinats ciblés de pilotes. Pourquoi ? Parce que c'est dans les informations, avec le 20 octobre dernier, un pilote de Tu-22 M3, pilote russe, qui avait participé à des bombardements sur des cibles civiles, notamment le centre commercial touché en juillet 2022, mais également le 14 janvier dernier du côté de Dniepro, une cible où il y avait eu de nombreux civils touchés, qui a été assassiné avec un marteau. On va s'intéresser à ce sujet de l'élimination ciblée de pilotes. Et vous allez voir que dans l'histoire, ce n'est absolument pas la première fois, et que tout camp y a déjà réfléchi, que ce soit les Britanniques, mais qui n'avaient pas réussi à passer à l'action en Argentine, ou que ce soit les Iraniens, qui se sont vengés plus de 15 ans après la fin de la guerre Iran-Irak. Rheinmetall, le géant de la défense allemand, a inauguré une usine militaire sur le sol ukrainien. Et le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, n'a pas tardé à riposter en promettant un feu d'artifice spectaculaire en réponse. Des mots forts, des images de destruction partagées sur Telegram. La Russie ne cache pas son intention de frapper, avec Rheinmetall comme cible directe. Pour en savoir plus sur cette montée des tensions, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Question du jour. Selon vous, cette initiative allemande est-elle une provocation ou un soutien stratégique à l'Ukraine ? Rheinmetall, leader de l'industrie de défense allemande, vient de franchir une étape inédite en lançant une usine militaire en Ukraine, marquant un tournant stratégique dans le soutien de Berlin à Kiev. Cette installation, première d'une série de 4, servira à la production de munitions, de systèmes de défense aérienne et bientôt de poudre à canon. Le président de Rheinmetall, Armin Paperker, avait promis ce développement, et c'est désormais chose faite. Cette usine, symbole de l'engagement militaire allemand, fait partie d'un projet plus large visant à renforcer la capacité défensive de l'Ukraine face à la Russie. Mais le lancement de cette usine a déclenché une vague de colère à Moscou. Dmitry Medvedev, figure influente au sein du Kremlin, a vivement réagi en annonçant que cette nouvelle infrastructure allemande ne serait pas sans conséquences. Qualifiant la présence de Rheinmetall en Ukraine de provocation inacceptable, Medvedev a prévenu d'un feu d'artifice russe en guise de réponse. Sur Telegram, il a accompagné ses propos d'images d'une explosion massive, donnant un avant-goût de ce que pourrait être la riposte de la Russie. Ces déclarations interviennent alors que Moscou accuse déjà l'Occident de soutenir militairement l'Ukraine pour affaiblir sa position. L'industrie allemande de défense, représentée ici par Rheinmetall, profite largement de la guerre en Ukraine, une réalité que les chiffres confirment. En 2023, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires grimper de 12% pour atteindre plus de 7 milliards d'euros. Son bénéfice net a quant à lui augmenté de 9%, s'établissant à environ 600 millions d'euros. Cette croissance s'explique en partie par les contrats de fourniture militaire à l'Ukraine, une situation qui bénéficie économiquement à Rheinmetall, tout en exacerbant les tensions internationales. Alors, l'Ukraine est à bout sur le plan personnel, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Occident, alors l'Europe et les États-Unis qui le soutiennent, sont, comme l'a écrit The Economist, we are out of weapons. C'est-à-dire que on n'arrive pas à suivre le besoin de munitions et de matériel. Alors, les Américains pourraient le faire, mais ça met en cause leur responsabilité au niveau mondial. Je rappelle quand même que dès avril 2023, l'amiral Cold, qui dirige la marine chef d'état-major de la marine des États-Unis, appuyé par son secrétaire d'État, qui est le ministre de la Marine, a dit que il y avait tellement de retard dans les missiles mer-mer qui lui étaient livrés, qui sont les SM-6, qu'il ne pourrait pas, si ça continuait comme ça, gagner une guerre face à la marine chinoise. Donc actuellement, le soutien de l'Ukraine, on sait également que Raytheon, qui fournit les missiles Stinger et les missiles Javelin, a dit qu'aujourd'hui, pour la reconstitution simplement des stocks des États-Unis, il faudrait, au rythme de sa production actuelle, 5 et 13 ans.
Oui, alors le plan de Zelensky qui a été présenté à tous les pays occidentaux, on en connaît les 3/4 parce qu'il y a quelques addendums secrets qui n'ont pas été rendus publics. C'est un plan qui n'est absolument pas réaliste puisqu'il demande l'adhésion à l'OTAN alors qu'on a dit il y a quelques minutes que les grands pays étaient très réticents à cela, qu'il veut aussi des armes longue portée pour pouvoir frapper la Russie, qu'il veut une forme de dissuasion non nucléaire dont on ne comprend pas nécessairement bien ce qu'elle veut dire. Il veut aussi que la production industrielle et agricole et les ressources naturelles de l'Ukraine soient protégées et il se propose même à la fin de la guerre de remplacer les contingents occidentaux de l'OTAN par des soldats ukrainiens. Donc tout ça est encore une espèce de fuite en avant alors que son pays est dans une situation de plus en plus difficile. Et il faut rappeler également qu'il a refusé de recevoir Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui voulait se rendre à Kiev après avoir été justement au sommet de Kiev, considérant que l'Ukraine avait été humiliée par le fait que Guterres avait serré la main de Poutine à l'occasion du sommet des BRICS. Oui. Le résultat de l'élection présidentielle américaine pèsera sur l'issue de la guerre en Ukraine et par extension sur la sécurité de l'Union européenne. Si Donald Trump se vante de pouvoir négocier un accord de paix en 24 heures entre Kiev et Moscou, le retour du candidat républicain à la Maison-Blanche et son discours isolationniste laissent entendre que les Européens devront assumer l'essentiel du soutien à l'Ukraine. Avec ces élections américaines. If Trump wins the election, he just might say to Ukraine, the last batch of support that you got, well, that was the last batch. And that would cause a great problem because Europe is not ready to take over. And it means that within 3, 4, 6 months, Ukraine could find itself without sufficient war material to prosecute a war. La vice-présidente des États-Unis affiche son soutien à l'Ukraine. Kamala Harris dit aussi vouloir préserver l'architecture de la sécurité européenne. Toutefois, même en cas de victoire de la candidate démocrate, les Européens devront probablement renforcer leurs capacités. I assume that even if Harris wins the elections, that she will say to the European allies, this is your problem in the end, and you will have to take over the burden of militarily supporting Ukraine. But I assume Harris will leave us time. She will do so gradually. Quelle que soit l'issue de l'élection américaine, l'Union européenne devrait maintenir son soutien à Kiev. En revanche, les 27 devront peut-être revoir leurs priorités et leurs stratégies. The question is, what is in the end our strategy? And the last European Council said, we will support Ukraine for as long as it takes, as intensely as it takes, until the liberation of all of its territory. But do our military and political leaders really believe that? If so, they should give a lot more arms and ammunition. But if actually they no longer believe that, then they should decide, what is the second best option, or the least bad alternative, but an alternative that is feasible. Le scrutin américain sonne comme un signal d'alarme pour l'Union. Les Européens doivent se préparer à répondre à un ordre mondial en pleine mutation. Il semble que dans ce nouveau paysage géopolitique, les 27 devront davantage compter sur eux-mêmes. Le président russe Vladimir Poutine a lancé mardi un exercice massif des forces nucléaires du pays. Alors que les tensions avec l'Occident au sujet de l'Ukraine s'intensifient, une simulation de frappe de représailles avec des tirs de missiles balistiques dans la péninsule du Kamtchatka a été lancée. Selon le ministère, l'exercice avait pour but d'entraîner les forces stratégiques offensives à lancer une frappe en réponse à une frappe nucléaire de l'ennemi. Compte tenu de l'augmentation des tensions géopolitiques, de l'émergence de nouvelles menaces et de nouveaux risques extérieurs, il est important de disposer de forces stratégiques modernes, constamment prêtes à être utilisées au combat. Nous continuerons à améliorer toutes leurs composantes. J'insiste sur le fait que nous n'allons pas nous engager dans une nouvelle course aux armements, mais que nous maintiendrons les forces nucléaires au niveau de suffisance nécessaire. Le mois dernier, le dirigeant russe a averti les États-Unis et les alliés de l'OTAN que permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée fournies par l'Occident pour des frappes à l'intérieur de la Russie mettrait l'OTAN en guerre avec son pays. Les manœuvres de mardi font suite à une série d'autres exercices des forces nucléaires russes. Des milliers de Géorgiens se sont rassemblés sur la place principale de Tbilissi pour assister au discours de la présidente Salomé Zourabichvili sur les résultats des élections législatives de samedi avec les représentants des partis d'opposition. Selon elle, la victoire du parti pro-russe au pouvoir, Rêve géorgien, est illégitime et l'élection a été volée aux électeurs géorgiens.
Avec le nouveau système de représentation proportionnelle, le parti du Premier ministre sortant, Irakli Kobakidze, a conservé sa forte position et obtenu une majorité de sièges au Parlement avec 54% des voix selon la commission électorale. Les 4 partis d'opposition ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats en raison de plusieurs signalements de fraude. Les élections de samedi ont été décrites comme cruciales pour l'avenir de la Géorgie, pour savoir si le pays continuera son adhésion à l'Union européenne ou s'orientera vers des liens plus étroits avec la Russie. Et en Géorgie, c'est très bizarre, j'ai pas écouté l'intervenant précédent qui, si j'ai bien compris, est en Géorgie. Moi, je vais vous donner mon interprétation. J'espère qu'elle sera pas contraire à ce qu'il a dit. J'étais encore en Géorgie l'année dernière où j'ai été reçu avec une délégation du Parlement européen, à la fois par la présidente, qui aujourd'hui conteste les élections, et à la fois par le gouvernement. Je connais bien ce pays pour y être allé plusieurs dizaines de fois. Il n'y a aucun parti pro-russe. Aucun parti pro-russe. En réalité, n'oubliez jamais que les Géorgiens sont marqués par un traumatisme qui a été août 2008. Août 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on lit les rapports de l'OSCE, M. Saakashvili, président de la Géorgie du moment, avait commencé à bombarder une localité qui s'appelle Tchimvali. C'est le rapport de l'OSCE, je suis désolé, ça a commencé comme ça. Et les Russes ont répondu comme ils savent le faire, c'est-à-dire en répondant radicalement et ont attaqué le pays et bien sûr ont gagné. Et les Géorgiens sont retrouvés tout seuls et ont perdu 20% de leur territoire. Que demandait la délégation européenne quand on est allé à Tbilissi ? Elle disait aux responsables du gouvernement, vous devez prendre des sanctions contre la Russie, vous devez arrêter de commercer avec la Russie, vous devez bloquer telle et telle relation avec la Russie. Et que nous disaient les membres du gouvernement ? Ils nous disaient, vous êtes bien gentils, mais c'est notre voisin, on est 50 fois plus petit, et la dernière fois, vous nous avez laissés tout seuls dans la merde. Et donc, en réalité, le vainqueur et le vaincu sont pro-européens. Sauf qu'il y a des pro-européens réalistes, un peu à la hongroise, et il y a des pro-européens utopistes à la von der Leyen. Voilà, c'est tout. Et je présenter ça comme je l'entends dans la presse, le parti pro-russe a gagné, c'est grotesque, il n'y a pas de parti pro-russe. Oui, le parti dont on parle, c'est le parti du milliardaire Bidzina Ivanishvili, qu'on appelle Georgia Dream. Ivanishvili qui a un passeport français pour la petite histoire, qui est quelqu'un qui a fait fortune et qui est milliardaire et qui finance son parti. Et je le disais tout à l'heure, j'ai été député des Français de l'étranger, j'invite tous ceux qui ont un internet à aller sur leur site et taper lycée français du Caucase. Ils verront un magnifique lycée français à Tbilissi. C'est le milliardaire qui l'a offert à la France, pour vous dire à quel point il est anti-occidental, parce qu'il voulait tout simplement que son fils ait une éducation française. Voilà. Et quand je vous dis un lycée qu'il a offert, il y a terrain de foot, piscine couverte, etc. Voilà. Donc tout ça, quand on vous dit il est hostile à l'Europe, etc., c'est une vaste blague. Voilà. L'histoire a appris aux Géorgiens que quand on les a excités et quand on les a encouragés, ils se sont retrouvés tout seuls. Aucun n'est pro-russe. Ils pensent simplement que déclencher une sorte de nouveau conflit où ils seraient en première ligne comme les Ukrainiens, c'est du suicide. Et je pense que malheureusement, ils ont raison. Intimidation, achat de voix ou encore falsification de vote électronique. L'opposition géorgienne accuse le parti du Premier ministre Irakli Kobakidze d'avoir bénéficié de fraude lors des élections législatives samedi. Après la victoire du parti pro-russe au pouvoir Rêve géorgien, Bruxelles appelle à enquêter sur les accusations de fraude électorale. They have a right to know what happened this weekend, and they have a right to see that electoral irregularities are investigated swiftly, transparently and independently. Selon les observateurs de l'OSCE, les élections ont été organisées dans des conditions acceptables tout en relevant de potentielles pressions exercées sur nombre d'électeurs. Ce lundi, 13 pays européens ont condamné la violation des règles internationales lors du scrutin, jugées incompatibles avec les normes attendues d'un pays candidat à l'adhésion à l'UE. To rzeczywiście niepokojące, że wynik wyborów wybiega tak znacznie odbiega od przewidywań. W tej chwili badane są techniczne aspekty procesu liczenia głosów, no i nieregularności, które zostały stwierdzone. Voix européenne discordante, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Moscou, s'est rendu lundi soir en Géorgie
saluant la victoire écrasante du parti au pouvoir. Un pied de nez à l'UE, dont son pays assure la présidence tournante. La Chine se prépare à lancer la mission Shenzhou 19, sa dernière mission habitée de l'année. Les 3 taïkonautes, Cai Xuzhe, Song Lingdong et Wang Haoze, devraient partir pour la station spatiale Tiangong à 4h27, heure de Beijing, mercredi. Après sa mise en orbite, le vaisseau spatial Shenzhou 19 effectuera un rendez-vous et un amarrage automatisé rapide avec la station spatiale en 6h30 environ. L'équipage remplacera les taïkonautes de Shenzhou 18 qui sont en poste à la station spatiale depuis le mois d'avril. L'agence chinoise des vols spatiaux habités a également annoncé que le 4e groupe de 10 nouveaux taïkonautes chinois s'entraînait pour des missions spatiales incluant des tâches dans la station spatiale et de futurs alunissage. 35 800 milliards de dettes aux États-Unis, c'est un gouffre évidemment encore plus grand que le nôtre, à 3 000 milliards. Et ça, 2,4 milliards de dollars, c'est la dépense engagée chaque jour pour rembourser les seuls intérêts de la dette américaine. Eux, ils en sont à 2,4 milliards par jour. Alors, ils s'en foutent parce qu'ils ont le dollar, et c'est pour ça qu'ils veulent protéger le dollar, qui est une monnaie de singe, en fait, qui ne vaut plus rien. Et vous avez là, actuellement, des analystes financiers qui expliquent très simplement qu'ils vont jouer sur la dette. Voilà ce que dit un de ces traders. Nous allons nous retrouver ruinés vraiment rapidement, à moins qu'on ne devienne sérieux sur la question de nos dépenses. La question étant, après l'élection, allons-nous connaître une crise de Minsky aux États-Unis sur les marchés obligataires? Alors Minsky, c'est Hyman Minsky qui a donné son nom au moment de l'éclatement d'une bulle spéculative qui précipite une catastrophe financière générale. Les subprimes, par exemple, en 2008. Alors, c'est Paul Tudor Jones qui dit ça au Figaro. Il gère 20 milliards de dollars et il envisage de ne plus détenir d'obligations en portefeuille, de spéculer pour profiter d'un effondrement prévisible à ses yeux des obligations à long terme du Trésor américain. Donc là, vous avez des gestionnaires de fonds américains qui vont parier sur l'effondrement des obligations du Trésor américain. Parce que 35 000 milliards de dettes, c'est intenable. Et parce que le dollar vaut plus rien et qu'en plus, vous avez un mouvement mondial de dédollarisation de gens qui ne veulent plus jouer le jeu. Donc, ce qui va se passer, c'est une crise financière énorme dans les mois qui viennent. Ça, il n'y a pas besoin d'être devin. Il suffit de lire la presse, de suivre la revue de presse du Monde moderne. Vous aurez compris que ce qui nous attend est une crise financière énorme, l'équivalent de 2008, en pire. 2 choix. Un moratoire sur les dettes, en disant, bon, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas demander aux gens de donner un rein pour rembourser la dette, ça me paraît beaucoup trop compliqué. L'autre choix, qui semble être celui adopté par de nombreux responsables, la guerre. La guerre, c'est ce qui efface les ardoises, et c'est ce qui permet de remettre une pièce dans la machine à broyer des humains qui s'appelle le capitalisme. Des élections aux États-Unis, c'est dans 1 semaine, et en fait, on a beau regarder tous les sondages, jamais un scrutin. Alors peut-être qu'il ne sera pas serré au final, mais là on a l'impression que c'est vraiment du coude à coude, y compris dans la dernière ligne droite. Oui, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il faut être très prudent par rapport aux enquêtes d'opinion parce que tous les sondages concernant les 6 ou 7 swing states, les 6 ou 7 États où ça va probablement se jouer, sont dans la marge d'erreur. Et donc, il faut être très précautionneux sur les conclusions qu'on peut en tirer. Effectivement, il peut y avoir au final, comme en 2020, une large victoire d'un des 2 candidats, avec malgré tout le fait de gagner qui se joue à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix près dans les États les plus importants. On part maintenant aux États-Unis. À moins d'1 semaine de la présidentielle américaine, Kamala Harris vient de faire son réquisitoire final devant un lieu symbolique, la Maison-Blanche à Washington. La candidate démocrate s'est adressée devant près de 70 000 personnes à l'endroit même où Donald Trump avait fait son discours en janvier 2021. Kamala Harris a une fois de plus attaqué Donald Trump, évoquant, je cite, un homme instable, obsédé par la vengeance, rongé par le ressentiment, en quête d'un pouvoir
sans limite. Fin de citation. Aux États-Unis, on retrouve la correspondante d'Europe 1, Aviva Fried. Oui, dans un discours passionné, parfois très personnel, Kamala Harris a déroulé sa vision de l'Amérique, celle d'un pays qui surmonte tous les obstacles, un pays de liberté, d'espoir et d'unité, à l'opposé de ce que propose Donald Trump. Donald Trump a passé une décennie à tenter de diviser les Américains, de faire qu'ils aient peur les uns des autres. Mais en Amérique, nous ne sommes pas comme ça. La vice-présidente s'est posée en patriote, voulant s'élever au-dessus des partis, prête à travailler avec le camp d'en face. De l'autre côté, justement, le ton était radicalement différent. Donald Trump a martelé ses thèmes favoris, celui d'un pays en perdition à cause de l'immigration, ou encore les élections volées par des ennemis peu scrupuleux. Notre pays est dirigé par des gens stupides, des gens au QI très bas. Ces gens sont des malades. On veut un pays uni, mais il y a beaucoup de gens malfaisants. Deux visions qui s'affrontent pour tenter d'obtenir les quelques voix qui peuvent faire la différence, au terme d'une campagne qui a surtout épuisé les Américains. Il est important là de dire que l'objectif des BRICS n'est pas de remplacer les systèmes existants. Et les BRICS n'ont jamais indiqué qu'ils cherchaient à détruire le système occidental, le système commercial qui a été mis en place par l'Occident, ni l'ONU. Donc il n'y a absolument aucune attaque contre la gouvernance de l'ONU, par exemple. Bien au contraire, d'ailleurs, quand vous lisez le communiqué, c'est un communiqué de 33 pages qui a été publié le 23 octobre. C'est un communiqué de 33 pages et de plus de 134 articles, si ma mémoire est bonne. Et dans cet article, dans ce communiqué, on revient constamment à la référence des Nations Unies. Donc, la question de la gouvernance des Nations Unies n'est pas du tout remise en question dans cette affaire. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'Antonio Guterres a été au sommet, assisté au sommet des BRICS et a même fait une allocution, ce qui lui a valu d'ailleurs la réunion qu'il avait avec Zelensky a été annulée. D'ailleurs, puisqu'il avait été parlé en Russie et il avait parlé à Vladimir Poutine, Antonio Guterres a été exclu de la réunion qui était prévue avec Volodymyr Zelensky par la suite. Bref, les systèmes occidentaux qui sont très souvent d'ailleurs basés aux États-Unis, on a parlé des cartes de crédit, etc. Eh bien, ces systèmes sont vulnérables aux sanctions occidentales. Et c'est peut-être pas un hasard si on a ces différentes initiatives destinées à faciliter les paiements ou créer des systèmes de paiement alternatifs qui se font maintenant, en ce moment, c'est-à-dire durant la guerre en Ukraine et durant la période où la Russie et la Chine d'ailleurs font l'objet toujours plus de sanctions de la part de l'Occident. Et puis que ça se fasse en Russie, parce que la Russie est évidemment un moteur de ces initiatives, puisque la Russie souffre, entre guillemets, des sanctions, même si ça lui a été bénéfique en fin de compte, mais en réalité, la Russie, évidemment, subit des sanctions, et l'idée, c'est d'avoir des instruments qui permettent d'échapper aux sanctions. L'Union européenne et les États-Unis s'accordent sur un point, s'assurer que la Chine ne dominera pas le marché des nouvelles technologies et des énergies vertes. Toutefois, leurs approches diffèrent. Washington prône le découplage, quand Bruxelles préfère l'atténuation des risques. L'élection présidentielle américaine pourrait-elle changer la donne ? So if Trump comes to power, we should expect more tariffs and sanctions, and also more pushing the allies towards decoupling. But I don't think that their scale would be significantly more than a Harris administration. I think there is a bipartisan consensus on how much of a big threat China is for the US.
Au coude à coude, démocrates et républicains poursuivront tous deux la bataille technologique que se livrent les deux premières économies mondiales pour le contrôle des chaînes de production et les marchés. Seules leurs méthodes devraient différer. With Harris, again, we would see a continuation of what happened with Biden, which means more coordination, more exchange of information, more alignment of policy, which is both positive and negative. Positive in the sense of you have a very close ally that you can work with. Negative in the sense that we've seen a few episodes in which the US and Europe really struggled to align. L'Union européenne voit la Chine comme un partenaire commercial et un rival systémique. Au contraire, Washington voit Beijing comme un concurrent à son hégémonie en déclin. Aussi, si les États-Unis ont cherché à se découpler de la Chine, l'Union européenne ne veut pas couper les ponts avec le géant asiatique car leurs chaînes d'approvisionnement sont trop imbriquées. Les 27 ont toutefois durci le ton. Ils prévoient de mettre en place une surtaxe sur les véhicules électriques en provenance de Chine et ont lancé une enquête sur des subventions chinoises pour les fabricants de panneaux solaires. Escalation of the US-China relations, the tension between these two countries. The US would definitely come down hard on Europe for decoupling. Leaving the moderate, relatively more moderate de-risking strategy in favor of a very sharp decoupling from China, which I think Europe cannot afford. Face à une politique imprévisible de Donald Trump à l'égard de Beijing, l'Union européenne et la Chine sont maintenues dans le flou. Deux compagnons de l'ombre à la tête de la puissante organisation chiite libanaise. Naïm Kassem a été nommé nouveau chef du Hezbollah. Il succède à Hassan Nasrallah, tué en septembre par une frappe aérienne israélienne. L'homme est un des fondateurs du mouvement créé en 1982 sous l'impulsion de l'Iran dans la foulée de l'invasion israélienne du Liban. Il en est même devenu le secrétaire général adjoint, un an après la fin de la guerre civile au Liban. Peu après cette annonce, le Hezbollah a juré de poursuivre la politique de Nasrallah. Les choses ne vont pas mieux au Moyen-Orient. Aucune puissance extérieure ne semble désireuse ou en capacité d'arrêter le génocide, enfin en tout cas l'épuration ethnique à Gaza et la destruction du Liban, malgré quand même des appels de plus en plus fréquents. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé de possibles crimes atroces de l'armée israélienne dans le nord de la branche de la bande de Gaza. L'ONU évoque les heures les plus sombres de la guerre en cours, donc c'est quand même assez fort. Les Américains s'y mettent aussi, puisque le New York Times décrit le fait que des officiers de renseignement et des agents ont utilisé, depuis le 7 octobre 2023, des civils gazaouis pour explorer les tunnels et des zones possiblement minées. C'est une pratique qui, semble-t-il, a pris une ampleur assez importante. Tout ça pour éviter de mettre des soldats israéliens en danger. On voit à l'inverse des provocations, des déclarations de plus en plus virulentes de la part d'un certain nombre de ministres extrémistes du gouvernement israélien qui disent aux habitants de Gaza qu'ils leur donnent l'opportunité finalement de partir, car c'est pour eux, Gaza est la terre d'Israël. Donc ils leur disent c'est la terre des Juifs, vous disparaîtrez de cette terre, ce qui est absolument aberrant et qui bien sûr ne correspond pas à la vision de la totalité de la population israélienne. Donc on le voit, une situation humanitaire qui est totalement catastrophique. Les habitants se déplacent d'un endroit à l'autre, mais restent sur les bombardements. Voilà, et ça finit même par faire réagir Kamala Harris, dont on sait qu'une partie de la base électorale est pro-palestinienne, qui dit qu'il y a maintenant beaucoup trop de victimes innocentes et qu'elle pensait que la mort de Yahya Sinwar aurait arrêté le conflit. Voilà, et puis on a vu, et je pense que c'est aussi important, il y a une dizaine de jours, des soldats israéliens, un millier de soldats israéliens qui considèrent que la ligne rouge a été franchie et qui refusent pour l'instant de servir dans l'armée à Gaza s'il n'y a pas d'accord sur un cessez-le-feu. On est finalement dans une situation un peu particulière parce que on observe de part et d'autre d'ailleurs, et comme c'était le cas après les frappes précédentes, qu'elles soient iraniennes ou israéliennes, on s'aperçoit que les deux parties restent assez avares d'informations sur la manière dont ils ont conduit l'opération d'une part, sur le résultat des opérations d'autre part. Donc, on reste un petit peu dans une sorte de flou artistique qui est peut-être parce qu'il va se dissiper d'ici quelques jours. D'ailleurs, on commence à avoir un peu des informations un peu plus précises sur la nature des opérations.
Ce qui est important de dire, c'est que Israël, pour différentes raisons, se sentait obligé de répondre, comme l'Iran se sentait obligé de répondre au 1er octobre, et comme l'Iran se sent déjà aussi obligé de répondre à cette attaque. Donc, on est un petit peu dans une situation il faut pas perdre la face, si vous voulez, donc on se rend les coups un petit peu jusqu'à ce qu'un abandonne. Et le problème, c'est que chaque fois, on a tendance à vouloir un peu augmenter la dose. Et il arrivera un moment, et c'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle on a toujours plus de temps entre les frappes et la réponse à ces frappes, c'est que plus le temps passe, plus on cherche à trouver des réponses qui soient significatives, plus on s'approche du point où on pourrait basculer dans quelque chose de plus important. Ouais. Alors, les frappes Israël continuent également en Iran. Alors ça, c'est bien sûr l'événement important de ces derniers jours. Plusieurs frappes, plusieurs centaines de frappes israéliennes en Iran. Alors, plusieurs centaines de frappes, c'est-à-dire des tirs de missiles, ce qu'on appelle air-sol, donc tirés par des avions. On estime qu'il y a entre 100 et 150 appareils israéliens qui ont décollé de 3 bases israéliennes, qui ont survolé le territoire jordanien et qui ont toutes tiré sur l'Iran depuis le territoire irakien. C'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'est entrée sur le sol iranien parce qu'ils se méfiaient énormément des défenses antiaériennes iraniennes. Il semble qu'un certain nombre de sites aient été atteints autour de Téhéran, bien sûr, dans le sud-ouest du pays également, et ainsi qu'autour des villes d'Ispahan et de Mashhad. Mais on a du mal à évaluer aujourd'hui l'importance des frappes. Il semblerait que les Israéliens, sous pression américaine, aient fait le strict minimum et que même dans certains cas, ils aient prévenu les Iraniens de leurs frappes. C'est la première fois, en tout cas, sur ce conflit du Moyen-Orient qu'on a le sentiment que peut-être la montée aux extrêmes semble arrêter. Alors, les Américains ont aussi affirmé haut et fort qu'ils n'avaient pas été impliqués dans l'opération. Et ils avaient, il faut le rappeler, exhorté Israël à limiter les frappes en riposte pour ne pas déclencher un engrenage, et notamment en leur demandant, si ce n'est en leur interdisant, de toucher les installations nucléaires et les installations pétrolières. Voilà. Et on se demande d'ailleurs si la fuite d'informations qui a eu lieu sur le canal Telegram de renseignements provenant de l'agence américaine de renseignement spatial n'a pas été elle-même encouragée par les Américains pour faire pression sur Israël. Les Américains voudraient que ça s'arrête. On demande maintenant à l'Iran de s'arrêter. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a demandé à l'Iran de ne pas répondre. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dans la grande partie des cas, et c'est pour à peu près toutes les situations, on ne demande pas à Israël d'arrêter, on demande aux autres d'arrêter. Ça peut signifier d'ailleurs que le fait qu'on ne demande pas à Israël de s'arrêter, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'Israël est un acteur irrationnel et qu'on se rend compte que les autres sont plus rationnels et sont plus, réceptifs à l'idée de s'arrêter à un moment donné. استقبلنا أكثر من 35 عائلة وزعناها على أصدقائنا من الناس المتبرعين جزاهم الله خير. هذه البيوت من أهل الخير وأهل العطاء أعطونا، بحيث وصلت لمرحلة أنه في بعض العوائل طلعت من مساكنها وجابت عوائل لبنانية سكنت محلها أو بالدار اللي كانوا يسكنون به. ليه صعبة؟ أربعة مرتين وثلاثة. عندي بيت بالجنوب وبيت ببيروت، بيت بالضاحية وبيت بالجنوب. تركت كل رزقي وتركت أهلي. آخر شيء فكرنا نطلع على العراق، بس كانوا يحذرونا إنه نجي لهون. كانوا يطلعوا إشاعات إنه عم ياخذوا العالم عم يزتوها وين ما كان بالصحراء، لا أكل لا شرب ولا شيء. قلت لها لعائلتي أنا لو بدي موت بالعراق بدي أطلع على العراق. رغم اني انا قاعده يعني ببيت ومرتاحه وما حدا مقصر منها، بس
بشتاق لبيتي بشتاق لبلدي بشتاق لجيراني لعائلتي كلها اللي بلبنان مرتاحة بس بيضل يفكر الواحد إنه هونيك يعني بيتي الحقيقي. Alors, ça ne va pas mieux au Liban. Il faut reconnaître que le conflit entre Israël et le Hezbollah se poursuit, que les frappes se multiplient. Plus d'1 million de déplacés, probablement 1,5 million de déplacés intérieurs au Liban, plusieurs milliers de morts. Les Américains, là aussi, ont donné un petit peu de la voix, mais tout ça reste très symbolique. Ils ont fait savoir qu'ils étaient opposés au bombardement de Beyrouth. Et par la voix du porte-parole du département d'État. Les représentants de la FINUL, c'est-à-dire les États membres, les ministres de la Défense des États membres de la FINUL qui ont envoyé donc depuis de longues années des troupes pour s'interposer entre le sud Liban et Israël ont réaffirmé que leurs forces tiendraient leur position. Ils ont également condamné assez fermement les tirs israéliens contre des positions de la FINUL et ont demandé l'application donc l'application intégrale de la résolution 1701 du Conseil des Nations Unies justement sur le rôle de la force d'interposition. Et là encore une fois, Joseph Borrell, le haut représentant à la politique étrangère de l'Union européenne, a lui aussi très fermement condamné la politique israélienne. Donc on voit ce paradoxe, finalement, les choses s'accélèrent dans la condamnation à Israël, mais finalement, rien ne bouge. Jean-Yves Le Drian, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron à Beyrouth, a déclaré à l'AFP, à cette occasion, je le cite, « Le Liban est en danger de mort et de dislocation ». Il a raison ? Oui. Le Liban est aujourd'hui en danger de dislocation. Il reste plus. Vous savez, le Liban, ça fait 42 ans que c'est l'otage du Hezbollah, qui a en fait une armée à lui, qui a remplacé l'État libanais pour la fourniture, par exemple, d'énergie ou de services sociaux. Donc le Liban est en danger de mort, c'est évident. Et c'est pour ça que cette conférence hier était à la fois utile au sens où de l'argent a été trouvé pour aider tout de suite l'humanitaire, avec la question d'ailleurs de savoir qui va le recevoir cet argent et comment il va être distribué, parce que là, effectivement, il n'y a plus d'État. Il y a des groupes, des milices, des choses de ce genre, mais c'est une vraie question. Comment distribuer cet argent de façon efficace en absence d'État ? 800 millions a annoncé le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Bon, c'est bien d'avoir trouvé de l'argent pour des causes humanitaires immédiates, mais la question qui reste ouverte, c'est comment reconstruire ce pays ? Et c'est là, il me semble que c'est un peu court. C'est le sujet de fond et on voit bien que personne n'a de solution. Et c'est pas un sommet d'une demi-journée qui peut arriver à régler ce problème. Or, pourtant, il est fondamentalement là, à la fin de cette guerre entre Israël et le Hezbollah. Il faudra bien que l'État libanais renaisse. Est-ce qu'il se renaîtra sur les bases françaises du partage confessionnel du pouvoir ? À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Il faudrait que... je me demande, si vous voulez, livrer le fond de ma pensée, je me demande si, au fond, il n'est pas temps que l'ONU exerce une sorte de protectorat temporaire sur ce pays, le temps de le reconstruire, de fabriquer des élites qui puissent travailler ensemble et pas uniquement pour telle ou telle communauté. On voit bien que le pays est totalement paralysé à cause de ces partages ethniques et religieux. Peut-être que la mise sous tutelle pendant une période, avec une aide massive des États du Golfe, des Européens, des Américains, permettrait de reconstituer cet État. Sinon, on peut être inquiet pour son devenir, oui. Donc, on a une centaine d'avions qui ont été mobilisés pour cette opération et des missiles qui sont tirés à partir d'avions à une certaine distance de la frontière iranienne, de façon à rester hors de portée des missiles antiaériens iraniens. Donc, on voit que c'est une opération qui est déjà rendue complexe par la nature technique du problème. Alors, apparemment, il semblerait que les Israéliens aient prévu une attaque en plusieurs vagues. Une première vague qui avait pour mission de détruire les installations de défense antiaérienne iraniennes pour ouvrir un passage, si vous voulez, aux autres avions qui, eux, attaquent les vrais objectifs que l'on cherche à avoir. Et c'est le problème qu'ont eu les Américains, etc. C'est pas un problème. Ils ont
Ils ont mené des guerres en Afghanistan, en Irak, etc., contre un adversaire qui était inférieur. Par conséquent, les avions pouvaient évoluer librement dans le ciel. Et c'est le cas des Israéliens qui peuvent bombarder allègrement le Liban, les populations libanaises, la population gazaoui, la population en Cisjordanie, parce qu'il n'y a pas de défense antiaérienne. Mais on se... Moment de recueillement à Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Une frappe israélienne y a touché un camp de déplacés, faisant au moins 10 victimes, certaines très jeunes. Une autre frappe est survenue au cours de la nuit de lundi à mardi dans le nord, à Beth Laïa, sur un immeuble où résidaient 200 personnes. Au moins 60 d'entre elles y ont perdu la vie. Les blessés ont été transportés non loin à l'hôpital Kamal Adwan, où de nombreux patients s'entassent, mais ne peuvent y recevoir que des soins de première urgence. Car l'hôpital a lui aussi été pris pour cible par l'armée israélienne la semaine dernière. Selon Tsahal, des terroristes se cachaient à l'intérieur. 100 personnes y ont été arrêtées. Alors que la bande de Gaza est soumise à la pire crise humanitaire de son histoire, les élus israéliens ont adopté lundi 2 textes visant à interdire les activités de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Un objectif poursuivi de longue date, vivement condamné à l'international. En ouvrant les hostilités contre l'Iran, Israël se trouve un ennemi de nature différente. Un peu d'ailleurs le même problème qu'ont les Occidentaux avec la Russie aujourd'hui en Ukraine. Ils n'arrivent pas à donner à l'Ukraine des éléments de défense aérienne parce qu'ils n'ont jamais eu ce problème-là à résoudre par le passé. Et c'est un peu la même chose qui se passe actuellement avec Israël et l'Iran. Comme ils n'ont jamais eu affaire à un adversaire qui avait une forte défense aérienne, eh bien, Israël n'est pas armé pour détruire les défenses antiaériennes adverses. Voilà. Et par conséquent, ce qu'on appelle le CEAD, de nouveau la destruction de la défense aérienne adverse, est une discipline militaire en soi. Les Américains ont tous les instruments pour ça parce qu'ils avaient l'expérience durant la guerre du Vietnam. D'ailleurs, c'est là où le concept est apparu, parce que les Nord-Vietnamiens avaient des systèmes de défense aérienne fournis par les Soviétiques qui étaient particulièrement performants, et donc les Américains ont dû commencer à mettre en place des tactiques, si vous voulez, tactiques aériennes pour lutter contre la défense antiaérienne. Vous avez un avion qui s'avance jusqu'au point d'être détecté par un radar antiaérien adverse. Alors, la portée des radars est généralement supérieure à celle des missiles. Donc, on reste dans si vous voulez, dans l'axe l'axe de détection des radars, sans entrer dans la limite de portée des missiles. Et puis, une fois que le radar s'est verrouillé sur la cible, eh bien, on arrive à détecter le radar, et puis un autre avion verrouille un missile anti-radar sur le radar qui a verrouillé sur sa cible. C'est un peu complexe, mais c'est évidemment très simplifié. Mais pour ça, il faut effectivement s'approcher assez près, c'est une opération assez délicate, s'approcher assez près des défenses antiaériennes et avoir des armes qui puissent se verrouiller sur les radars antiaériens adverses. Or, les Israéliens n'ont pas vraiment cette technologie et leurs missiles et les missiles qu'ils utilisent attaquent des coordonnées GPS en réalité et non pas des sources de radiation. Et par conséquent, les Israéliens sont pas capables de faire une véritable opération il y a effectivement certaines stations de défense aérienne qui ont pu être détruites par Israël, mais pas toutes. Et de loin pas d'ailleurs. Et c'est probablement ce qui a fait que l'opération israélienne a apparemment dû être avortée. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il était prévu d'avoir plusieurs phases. Et à l'issue de la première phase, les Israéliens semblent s'être aperçus que la défense aérienne iranienne était trop forte et qu'ils ne parviendraient pas à neutraliser cette défense aérienne et s'approcher suffisamment près pour pouvoir envoyer leurs missiles sur les objectifs désignés. Et que leurs missiles eux-mêmes, d'ailleurs, ne seraient pas protégés par la défense. Par conséquent, il y a seulement qu'un certain nombre de missiles qui ont pu être envoyés sur leur objectif.
dont certains ont probablement touché, mais il semble que la défense antiaérienne iranienne était particulièrement efficace et que seulement une fraction des missiles israéliens ait atteint leur cible. C'est un succès en demi-teinte pour Israël. Il y a certains objectifs qui ont été touchés, mais l'opération n'a pas pu être menée à bien et personnellement, je pense qu'il s'agirait plutôt d'un succès iranien. Et ça montre une fois de plus que les Israéliens sont assez mal préparés pour les guerres qu'ils provoquent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de provoquer des guerres contre des groupes relativement faiblement armés. Alors ils arrivent, alors là ils sont très très forts pour détruire des populations civiles, mais dès qu'il s'agit d'attaquer un adversaire qui est plus robuste, eh bien là, et on le voit d'ailleurs au sud Liban, les Israéliens se cassent les dents et ils sont en train de se casser les dents de la belle manière au sud Liban, comme ils se sont cassés les dents à Gaza d'ailleurs. Et en fait, les Israéliens sont pris dans une boucle d'erreurs qui sont des erreurs intellectuelles en réalité. C'est-à-dire, c'est l'incapacité de comprendre qu'un adversaire a la capacité de répondre et la capacité de répondre efficacement à vos frappes. Et là, on a, dans la dernière opération israélienne, eh bien, il semble qu'on ait exactement ce phénomène-là qui soit produit, et c'est la raison pour laquelle les Israéliens ont dû avorter leur opération. Et c'est pour ça que je vois personnellement un succès de l'Iran dans cette affaire. Même s'il y a certainement des objectifs qui ont été touchés, probablement que l'Iran a souffert de ces frappes d'une manière ou d'une autre. Et stratégiquement, eh bien, Israël s'est mis dans la position maintenant en donnant à l'Iran une possibilité de riposter, sans avoir eu le succès requis, et son partenaire stratégique, qui sont les Américains, eh bien, se trouve dans une situation stratégique aujourd'hui encore plus défavorable qu'avant. Par conséquent, cette opération a en fait au bilan péjoré la situation à la fois des États-Unis et d'Israël dans la région. Alors on verra ce que ça donne, mais je pense que on est dans ce schéma d'autodestruction d'Israël que j'ai déjà annoncé à plusieurs reprises, qui est dû à strictement un mauvais calcul d'Israël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le président Macron est au Maroc pour sceller les retrouvailles avec le royaume. Hein. Oui, alors les retrouvailles, c'est désormais notre spécialité, une de nos originalités. Il n'y a plus d'ampoule à baïonnette, il reste le sucre en morceaux et les retrouvailles, ce must de la diplomatie macronienne. On se brouille et puis on se réconcilie, comme avec Volodymyr Zelensky, longtemps méprisé et désormais embrassé comme un frère. Parfois on recommence plusieurs fois, comme avec l'Italie du jamais vu. Et puis il y a une variante, on s'aime et puis on se brouille, comme avec l'Australie, le Congo, le Liban, les 3 pays du Sahel, avec Donald Trump, Vladimir Poutine, le pape, etc., etc. Avec le Maroc, l'amitié remonte à François Ier. La querelle a 10 ans. Elle a commencé avec des embrouilles entre services de renseignement. Elle s'est nourrie d'un bel aveuglement stratégique. Alors, il y a 10 ans, c'était sous François Hollande. Hein. Oui, comme Nicolas Sarkozy avait une relation privilégiée avec la famille royale, François Hollande a tenté de faire le contraire, c'est-à-dire d'en faire autant, mais avec l'Algérie, le voisin, le rival, pour ne pas dire l'ennemi. Il avait fait son stage ENA à l'ambassade à Alger. L'échec éclatant du socialisme algérien lui rappelait sa jeunesse, Abdelaziz Bouteflika aussi, qu'il a accueilli comme un fils prodigue. Le président français s'imaginait déjà cicatrisant les blessures de l'histoire, prix Nobel de la paix. Bouteflika l'a laissé rêver et puis Bouteflika lui-même a perdu pied avec son AVC. Évidemment, Emmanuel Macron s'est obstiné à réussir ce que François Hollande avait raté. Avant de se résigner à l'évidence, la haine anti-française, c'est le ciment du régime algérien, comme le ressentiment à l'égard du cousin marocain. Proclamer que la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie, c'était énorme, mais ça ne suffisait pas. Il faudrait expier, se prosterner, payer tout de suite, et beaucoup, et ce ne sera jamais assez. Fin de la bromance donc, avec le général Tebboune, qui a encore annulé sa visite officielle le mois dernier à Paris, car entre-temps,
il y a eu la révélation marocaine. Ah oui, la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. C'est la cause sacrée des Marocains depuis 50 ans, 49 ans exactement. Leur ligne rouge, la priorité stratégique. Donald Trump a reconnu que ces arpents de désert étaient depuis des siècles sous l'autorité du sultan. En échange, le Maroc a noué des relations diplomatiques avec Israël. L'Amérique s'étant ralliée, les Marocains attendaient que les Européens en fassent autant. En vain. Alors ils ont choisi la méthode brutale, comme Trump. L'Espagne, l'autre ancienne puissance coloniale, s'est laissée convaincre après avoir vu une marée humaine déferler sur son enclave de Ceuta. La France a mis 4 ans à en faire autant. Alors Emmanuel Macron est d'ailleurs très bien accueilli. Il est arrivé en grand équipage, toute une cour avec les principaux ministres, plus d'une centaine d'invités. Au pied de la passerelle, le roi l'attendait juste avec sa famille et sa canne. Il a une sciatique, il a supporté stoïque le lourd protocole pendant 3 quarts d'heure avant de monter dans la vieille Mercedes de cérémonie léguée comme tout le royaume par son père. Cela suffit à démontrer sa bonne volonté. Les Marocains compatissent. Place maintenant au contrat pour rattraper le temps perdu et le terrain gagné par les Israéliens, les Espagnols, etc. Emmanuel Macron tutoie le souverain, comme s'ils étaient amis dans la vraie vie, ce que Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou François Ier n'auraient jamais osé faire. Reste à espérer que l'affichage de cette familiarité ne soit pas la seule priorité du voyage, que la France fasse valoir elle aussi ses lignes rouges et qu'il y ait des avancées réelles dans la lutte contre l'immigration clandestine, le terrorisme islamique et le narcotrafic. J'ai été stupéfait d'apprendre que la délégation présidentielle d'Emmanuel Macron pour son déplacement au Maroc comportait 122 invités du tout Paris, allant de Bernard-Henri Lévy à Jack Lang, Jacques Attali, Teddy Riner et quantité d'autres. Tout cela payé par le contribuable, 2 Airbus A330, un Falcon. Au moment où on demande des sacrifices aux Français, au moment où la consultation du médecin est moins remboursée par la sécurité sociale, où la taxe sur l'électricité explose, où les retraites ne sont pas indexées sur l'inflation, Emmanuel Macron, tel le roi Soleil, trimballe 122 personnalités du tout Paris aux frais du contribuable. C'est indécent. Alors oui, il fallait renouer avec le Maroc avec une visite officielle, mais il n'y avait pas besoin de 122 invités. Que chacun paye sa place quand il est invité dans un voyage présidentiel. Cela fera des économies. Et qu'il prenne des avions de ligne réguliers. Cela fera du bien à la France. Le tribunal de Bruxelles a rendu mardi son jugement dans un des plus gros dossiers de trafic de drogue instruit en Belgique. Plus de 120 hommes et femmes condamnés pour des délits liés à du trafic de stupéfiants avec un important réseau criminel qui opérait jusqu'en Amérique du Sud et au Maroc. Les criminels ont été démasqués grâce à un piratage du service téléphonique Sky ECC par la police qui a intercepté leurs messages pendant 2 ans. L'affaire a mis en lumière l'ampleur du trafic de drogue en Belgique, le port d'Anvers étant l'une des principales portes d'entrée européennes pour le trafic de cocaïne. Ja, heel zware straffen. Men heeft hier duidelijk een voorbeeld willen geven, denk ik. Ik denk dat dat heel duidelijk is. De vraag is natuurlijk of dat zoden aan de dijk brengt. Ik denk niet dat we momenteel kunnen zeggen dat het cocaïneprobleem in Antwerpen of in Brussel of waar dan ook in Vlaanderen opgelost is. Les accusés appartiendraient à plusieurs gangs de trafiquants de drogue qui importeraient à grande échelle du cannabis et de la cocaïne en Europe. Les principaux membres des gangs ont été condamnés à des peines allant de 7 à 17 ans de prison, tandis que d'autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 14 mois à 15 ans. En plus du trafic de drogue, les prévenus ont été punis pour leur implication dans des actes de violence, d'extorsion et d'enlèvement. Constructeur automobile Volkswagen prévoit donc des dizaines de milliers de suppressions d'emplois en Allemagne, mais aussi des fermetures d'usines. Bref, c'est un plan spectaculaire qui a été évoqué hier. Oui, pour la première fois dans ses 87 ans d'histoire, le groupe va fermer des usines en Allemagne. Il envisage de fermer 3 sites de production avec suppression de dizaines de milliers d'emplois, remise en cause de l'emploi à vie. C'était une garantie qui avait été accordée aux salariés il y a 30 ans. Et baisse des salaires de 10%. C'est vraiment un choc en Allemagne. Vous savez où Volkswagen, c'est le cœur de l'Allemagne industrielle. Ça suscite un concert de protestation chez les syndicats d'abord, qui co-gèrent l'entreprise, et même chez les politiques, puisque la région de Basse-Saxe est actionnaire du constructeur à 20%. Volkswagen en Allemagne, c'est la tour Eiffel. Qu'est-ce qui explique ces mesures drastiques? Comment Volkswagen en est arrivé là? Il y a un chiffre, Thomas, qu'il faut retenir, tout simple. L'année dernière, le géant allemand a produit un peu plus de 9 millions de véhicules avec 700 000 personnes dans le monde.
L'année dernière, toujours, Toyota, le japonais, 9 millions de véhicules aussi, 375 000 personnes dans le monde, presque 2 fois moins que Volkswagen. Donc voilà le gros problème, hein, c'est le problème de cette firme presque séculaire. Ses coûts de production sont trop élevés, elle n'est plus compétitive. Sauf que l'Allemagne a toujours été plus chère, ses voitures aussi, elles ont toujours été plus chères, et elles se sont toujours bien vendues quand même. C'était la qualité, on investissait, on y allait, on était fiers. C'est vrai, ça n'est plus le cas. Parce que le constructeur a dû investir des dizaines de milliards dans des nouveaux modèles électriques qui ne se vendent pas ou qui se vendent mal, parce que l'Eldorado chinois a perdu de son éclat. Pendant longtemps, le groupe y a fait la moitié de ses profits, avec Audi et Porsche en particulier. Les ventes de Porsche, depuis le début 2024, ont chuté de 30% en Chine. Et puis, bien sûr, parce que la concurrence chinoise, justement, lui taille des croupières. Ça veut dire que Volkswagen n'a pas su réagir. Oui, c'est le dernier problème. Le groupe est devenu un dinosaure, impossible à réformer. Alors, à cause du consensus social, toute décision est très longue à prendre, le poids des syndicats, des politiques, en fait, la bureaucratie a tout paralysé. Renault, par exemple, notre Renault a dû renoncer à développer un projet commun avec Volkswagen parce que c'était trop lent. C'est d'ailleurs le problème de toute l'Allemagne industrielle. Volkswagen, c'est un concentré des difficultés du pays. Ça veut dire que c'est toute l'industrie allemande qui va mal ? Oui, pour l'auto, la cata va bien au-delà de Volkswagen. Mercedes, même difficulté. BM, bon, c'est un peu mieux, mais l'autre secteur historique, c'est la chimie. Cata également, prise en étau entre un prix de l'énergie qui a fortement augmenté et puis des réglementations environnementales de plus en plus serrées. Du coup, ça délocalise massivement en Chine et aux États-Unis. C'est toute l'Allemagne qui connaît cette crise de compétitivité. Pour la première fois, on parle aussi en Allemagne de désindustrialisation. Merci beaucoup François Langlais. Chacun a des souvenirs. Le 24 octobre 2022, j'étais dans le train, je m'en souviendrai toute ma vie, et je reçois un coup de fil d'un journaliste du Monde qui me dit « Vous avez 2 enquêtes préliminaires du Junalco, c'est-à-dire le parquet de Paris chargé de la lutte contre la criminalité organisée, excusez du peu, 2 enquêtes contre vous avec monsieur Yves Pozzoli-Borgo, puisque vous êtes soupçonné de corruption, trafic d'influence, fraude fiscale, blanchiment, etc. Et ces enquêtes sont ouvertes depuis 1 an. » Et pendant 3 ans, j'ai entendu ça répéter à la télé. Pendant 2 ans, les 2 premières années, j'ai dit non mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai jamais vu un policier, j'ai jamais vu un magistrat. J'ai fini par en voir un en juillet 2023. J'ai appris que j'étais accusé principalement d'avoir des opinions qui n'étaient pas conformes à ce qu'il fallait que normalement un politique ait, mais surtout ne riez pas parce que c'est totalement loufoque. J'étais censé avoir créé une auto-école à Ponto Combo pour blanchir de l'argent, puisqu'il y a un imbécile qui a demandé un numéro SIRET prenant une pièce d'identité qui est sur un site ukrainien des ennemis de l'Ukraine et a créé une auto-école à Ponto Combo et immédiatement a fait un signalement. Donc j'ai passé quand même 5 heures en compagnie des policiers qui faisaient leur boulot, mais qui, comme ils étaient des gens sérieux, qui se demandaient pourquoi j'aurais monté une auto-école à Ponto Combo. Et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle ? Parce que cette semaine, il y a enfin une dépêche de l'AFP, j'ai appris que tout ça a été classé. Tout ça a été classé et j'essaie de vous retrouver. On vous a même pas appelé, vous l'avez appris par une dépêche de l'AFP. Oui, puisque les 2 enquêtes ouvertes pour chercher à établir les responsabilités sont classées. Les investigations menées n'ont pas permis de caractériser les infractions au départ soupçonnées. Les enquêtes ont été dès lors classées, l'une pour absence d'infraction, l'autre pour infraction insuffisamment caractérisée. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas dans l'opinion publique majoritaire qu'on est forcément coupable. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.